Salut, bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Clichy-Roy, qui est le fondateur de Fujin. Fujin, c'est une compagnie de gin. Il y a un prêt à boire, puis il y a aussi un gin qui est vendu à la SAQ. On parle aujourd'hui de comment il a fait son branding, son image de marque pour se différencier des autres, de son marketing, de comment il est impliqué dans la scène musicale du Québec, les festivals et tout. C'est super intéressant. Il nous donne aussi un code rabais de 20% pour son site en ligne pour tout ce qui est merch. Alors, le code, c'est podcast20 pour 20% sur le site de Fujin. Puis là, j'essaie un nouveau petit contenu pour le podcast. J'essaie d'avoir des épisodes qu'on va aller vivre des journées dans la vie d'un entrepreneur. Vous pouvez me dire si vous aimez ça. J'essaie de faire aussi un peu plus des conversations, mais des entrevues. Je vous ai écouté. Alors, vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Alors, sur ce, bon épisode, bonne écoute! Tu écoutes Génération Startup. Cheers, bienvenue au podcast. Cheers, merci beaucoup. Parfait, on va goûter. C'est bon! Ouais, t'aimes ça? C'est genre pamplemousse? Exact. J'adore! Ça part bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, dans le fond, c'est quoi Fujin? Ouais, Fujin, c'est mon projet sur lequel je travaille depuis environ 4 ans. C'est une marque de boissons, de gin à la base. Puis là, on a lancé notre premier prêt-à-boire cette année là, dans le marché de la SAQ. Derrière ça, il y a la compagnie Les Spiritueux SCR qui développe des produits alcoolisés. Là. Pour l'instant, notre seule marque, c'est Fujin, mais on travaille sur toutes sortes de projets aussi. OK, cool. Puis avant de parler de genre vraiment comment t'as créé ça puis tout, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur toi? Genre, c'est quoi ton parcours un peu entrepreneurial? Je viens de Québec, je suis installé à Montréal depuis 3 ans, puis j'ai un bac en entrepreneuriat, un bac en admin, concentration entrepreneuriat à Québec, puis j'ai quand même un bon background entrepreneurial. J'ai cofondé une première entreprise quand j'étais à mon bac, qui a fait... beaucoup jasé, en tout cas, à l'Université Laval. On a fait l'œil du dragon et tout en 2018 et tout ça. Nice. J'étais très impliqué dans tout l'entrepreneuriat à l'Université Laval, avec Entrepreneuriat Laval, les assos des étudiants entrepreneurs, tout ça. Après mon bac, j'ai eu comme un deuxième projet entrepreneurial que finalement j'ai avorté un peu juste avant le lancement. J'ai travaillé dans une agence de marketing e-commerce pendant 3 ans suite à mon bac. Puis là, j'avais vraiment le grand besoin de me relancer dans un projet entrepreneurial. Fait que j'ai commencé à travailler sur Fujin à ce moment-là. OK. Puis est-ce que tu penses que genre l'école, ça t'a aidé un peu dans ton parcours ou pas du tout? C'est dans ton sang, t'es entrepreneur? C'est sûr que l'école m'a aidé parce que, tu sais, des fois, tu reviens à des... Tu sais, je suis content d'avoir fait les cours de comptabilité, là, parce que des fois, tu reviens à des notions puis t'es comme être capable de faire balancer des tableaux, c'est le fun. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé, mais j'étais pas vraiment un étudiant modèle côté cours. Ce qui m'a beaucoup aidé, par contre, c'était l'écosystème entrepreneurial, surtout à l'Université Laval. On avait tellement de support, puis tu sais, aussi, vu que j'étais dans les associations d'entrepreneuriat, on organisait beaucoup d'événements, fait qu'on faisait tellement de contacts et tout. Fait que ça a été très utile. Puis je pense que quelque chose qui a été vraiment pertinent aussi, c'est que ça a un peu... je vais dire, ça a un peu banalisé l'entrepreneuriat à mes yeux, dans le sens que à la fin de mon bac, j'étais comme, tu sais, tellement de gens autour de moi étaient entrepreneurs, tu sais, plus vieux ou à la même âge que moi. J'étais comme, tu sais, c'est facile à faire d'une certaine façon. Puis je voyais pas ça comme un risque, je voyais pas ça comme j'avais pas peur de ça, si on veut. Fait que ça, c'est un gros plus, définitivement. OK. Puis comment t'as fait pour passer, genre, de l'agence à ça, justement? Genre, c'était quoi? Comment t'as décidé de faire du gin? Ouais, bonne question. Ben, j'ai vraiment navigué pendant longtemps dans tout ce qui était très techno. La première startup que j'ai cofondée, c'était une application mobile aussi. Fait que j'étais vraiment dans tout ce qui était très techno. Puis à un moment donné, j'avais vraiment besoin de me recentrer plus vers l'humain. Le milieu bioalimentaire m'intéressait toujours. Puis j'avais travaillé dans les bars pendant très longtemps. Là, pendant toutes mes études, j'avais travaillé dans les bars et tout. Dans des bars d'hôtel qui étaient quand même assez fancy. Là. Fait que tu sais, je faisais des formations, pas des formations, mais je faisais des ateliers de spiritueux aux clients puis des choses comme ça. Fait que j'avais cet intérêt-là, puis à un moment donné aussi, tu sais, je savais que je voulais partir un brand d'abord et avant tout, fait que ça soit une marque de quelque chose. Je savais juste pas ça allait être quoi, mettons, le produit. Le gin est venu du fait que j'avais un intérêt pour ça, un très fort intérêt. Il y avait une certaine opportunité dans le marché, j'avais des bons contacts, et puis j'allais être capable de relier ça avec tout le côté un peu culture et musical qui m'intéressait énormément aussi, puis que je voulais beaucoup supporter à travers mon projet entrepreneurial. OK. Puis les gens qui écoutent le podcast, c'est pas mal des gens, justement, soit qui ont une entreprise ou que ça les intéresse vraiment. Alors, qu'est-ce que tu voudrais nous expliquer rapidement, mais genre, concrètement, comment t'as commencé? Genre, comment t'as
trouver tes fournisseurs? Comment tu fais pour avoir la canette? Tout ça, comment ça fonctionne? C'est très compliqué avec la SAQ, parce qu'avec la SAQ, il faut d'abord, bon, tu as certains permis et licences à aller chercher, il faut que tu sois enregistré auprès de la SAQ comme agent de représentation et toutes sortes d'autres affaires. Puis ensuite, il faut que moi, soit que je manufacture ou soit que je fais affaire avec un manufacturier, donc une distillerie pour créer mon produit. Dans mon cas, je fais du co-packing. Donc, c'est un collaborateur, un partenaire qui va produire mes recettes de gin, entre autres. Puis, tu sais, c'est la coproduction, fait qu'on s'aide beaucoup, je gère tous les inventaires, etc. Fait que, tu sais, t'as besoin d'avoir une recette qui est à toi, t'as besoin d'avoir un trademark, t'as besoin d'avoir un branding, t'as besoin d'avoir un producteur. Puis une fois que tout ça c'est fait, puis c'est assez faisable, on va dire, tu sais, si tu mets du temps là-dedans, tu vas être capable de le faire. Le plus difficile après ça, c'est de rentrer à la SAQ. Okay. Parce que c'est comme, tu sais, faut que quand tu vas déposer ton offre de produit à la SAQ, il faut déjà que tu aies ton branding, il faut déjà que tu aies ta recette quasiment, il faut que tu aies ton cost. Fait qu'il faut, tu sais, parce que tu décides tout de suite c'est quoi ton prix de détail et tout. Fait qu'il faut que tout soit fait, puis après ça, tu déposes à la SAQ, puis là, tu attends très longtemps. Ils peuvent te dire non? Ils peuvent te dire non. Ouais. Fait que tu peux avoir fait tout ça puis ils t'ont dit non. Ouais, exact. Dans mon cas, j'ai attendu 9 mois avant d'avoir le oui de la SAQ. Okay, c'était vraiment très, très, très long et insupportable. Ouais, c'est ça. C'était très long. Puis, en fait, dépendamment de la catégorie dans laquelle tu vas appliquer quand un produit à la SAQ, des fois, ils vont dire non, des fois, ils vont dire oui, des fois, c'est des appels d'offres, des fois, ils vont juste mettre des délais interminables. Dans le cas du gin, notre premier produit, c'était un gin, c'était pas un prêt-à-boire. Dans le cas du gin, la SAQ, à un certain moment, acceptait pas mal tous les produits qui étaient sharp, là, que la SAQ voyait que ça avait été fait comme il faut. Mais des fois, il laissait 1 an, 2 ans d'attente avant d'accepter le produit et tout, parce qu'il commençait à avoir vraiment un surplus de produits sur les tablettes, surtout un très gros nombre de SKU. Puis dans le cas du prêt-à-boire, c'est des appels d'offres, fait que on pourra reparler du prêt-à-boire, là, mais le prêt-à-boire, c'est probablement le produit le plus compliqué à sortir à la SAQ, là, en termes de difficulté, mettons, là, je pense. OK. Puis, comment ça fonctionne quand tu rentres? Est-ce que c'est comme eux qui décident la quantité que tu dois faire? Est-ce que c'est toi? Comment ça fonctionne? Ouais. C'est eux. Okay. C'est eux qui vont te passer une commande, un premier PO. Ouais. Mais ça reste que, tu sais, dans le marché de l'alcool, on joue sur des marges qui sont très, très fines. Dans le bioalimentaire en général, là, c'est des marges qui sont très fines. Puis, tu sais, mettons, moi, mon cost est beaucoup du cost de... Tu sais, il y a le liquide, le gin en soi, puis il y a le cost du packaging, puis ces deux choses-là sont presque équivalentes. Tu sais. Puis au niveau de mon packaging, ben, si tu veux réduire ton coût, c'est sûr que tu veux commander la plus grande quantité possible. Tu sais. Fait que, dans le fond, moi, je savais que la SAQ allait me passer une première commande de, mettons, on va dire 3000 bouteilles, mais mon objectif, mettons, c'était d'en faire, mettons, 20 000 ou 30 000. Tu sais. Fait que moi, j'avais mon objectif, puis je commandais en fonction de ça. Puis ce que ça fait, évidemment, quand tu es une startup et tu commences, c'est que tu as énormément de coûts avant même de pouvoir mettre ton produit sur les tablettes. Puis nous, c'est ce qui nous est arrivé. Là. Ça a été assez marquant et, je dirais, agressif, si on veut, tout l'argent qu'on a dû mettre avant d'avoir le produit sur les tablettes. Mais c'est sûr que c'est décevant si toi, tu veux vendre 30 000 bouteilles, puis là, la SAQ, elle te commande genre 1000 bouteilles. T'es comme, bon, mais ça va prendre beaucoup de commandes, tu sais. Puis... Est-ce que tu es à l'aise de nous dire ça t'a coûté combien justement partir ça, commencer dans l'entreprise? Oui, sans problème. Là, le breakdown à peu près, c'est que moi puis mon frère, on a investi les deux, on a mis à peu près 70 000. Okay. Puis on allait chercher rapidement un prêt avec Futurpreneur de 60 000. On allait chercher un autre prêt privé d'environ 30 000. Puis là, je me souviens plus dans quel ordre, mais tu sais, dès qu'on a commencé à avoir des ventes après ça, une première commande de la SAQ, on est rapidement allé chercher une marge, on allé chercher un prêt avec Desjardins, notre partenaire financier principal. Puis on est allé chercher aussi d'autres programmes un peu similaires à Futurpreneur. Mais tu sais, le coût avant de mettre le produit sur les tablettes, ça a été peut-être 150, 200 000 peut-être. OK, quand même. Environ, là. Puis tu sais, un peu moins que ça, je dirais, mais tu sais, ce qui arrive, c'est que, comme tu sais, moi, la bouteille de spiritueux, c'est ce qui coûte le plus cher en termes de packaging, évidemment. Puis nous, on a une bouteille spéciale qui est faite en verre 100% recyclé, qui est manufacturée en Espagne, parce qu'on fait pas de bouteille de verre au Québec. Au Canada, il y en a pas du tout. Il y en a un petit peu aux US, mais pas beaucoup. La majorité des gens vont importer de Chine, les bouteilles de verre. Puis nous, moi, j'ai trouvé un manufacturier qui faisait du verre 100% recyclé. Okay. Fait qu'on a été les premiers à amener ce type de bouteille-là au Québec. Cool. Mais il fallait que je commande un container. Fait que c'était 32 000 bouteilles.
Puis ça a coûté à peu près 50 000 juste pour avoir ça. Après ça, tu veux commander des étiquettes, mais tu sais, là, si tu commandes 20 000 étiquettes, ça te coûte 40 cents de l'étiquette, mais si tu en commandes 2 000, ça te coûte 3 piastres l'étiquette. Fait que tu en commandes 20 000, tu en commandes 25 000. Les bouchons, les shrinks, les caisses de carton, tu sais, fait que rapidement, le coût monte beaucoup. C'est de l'argent que tu mets upfront, c'est des actifs aussi d'une certaine façon, mais tu sais que sur tes prochaines productions, ben tu vas, c'est plus de l'argent qui va rentrer si on veut. Tu auras moins de dépenses directes. Fait que, voilà. OK, cool. Puis comment t'as fait pour justement avoir ce branding-là? Parce qu'il est vraiment cool. Alors, comment t'as choisi ton image de marque? Comment tu l'as créé? Fujin, c'est... moi, tu sais, faut dire que dans le marché du gin, il n'y avait pas vraiment une opportunité criante. Tu sais, moi, j'ai lancé ce produit-là c'est arrivé sur les tablettes le 3 mars 2022. Puis le pic du gin... Tu sais, j'étais peut-être, mettons, 2 ans en retard de comme le gros buzz de gin au Québec. Dans le fond, le marché du gin a doublé là, en 2017 et 2022 environ. Ça a passé de... Je me suis noté les chiffres, mais ça a passé de 90 millions en volume au Québec à peu près 180 millions en 2017 puis 2022. Mais le nombre de produits aussi a passé de genre 40 à 250. Tu sais. Fait que ça fait que le marché est plus intéressant, mais tu as beaucoup moins de revenus de vente moyens par SKU que tu mets sur les tablettes. Fait que moi, l'opportunité financièrement, c'était pas genre « Hey, on sort un gin, on va vendre à côté, ça va être malade. » Ça l'a été pour les gens qui ont sorti des gins 5 ans avant moi, parce que dès que tu sortais un gin, tout le monde l'achetait directement. Mais moi, j'avais pleine conscience que si je sortais un gin, j'allais pas révolutionner le monde du tout. C'était, j'ai rien inventé. Fait que notre façon de se démarquer, ça allait être par le branding. Fait que j'étais comme... On y va all-in dans un branding qui est flyé, qui est marquant aussi. Puis j'ai travaillé avec un de mes bons amis, Francis Leduc, qui est directeur artistique, qui est toujours à ce jour directeur artistique du projet Fujin. Ça a été beaucoup de brainstorm, ça a été des focus group avec des amis qui étaient un peu dans le marketing et tout. Le mot Fujin, c'est venu de... On a sorti comme une liste d'expressions québécoises. Tu sais, on voulait avoir quelque chose qui était un petit peu québécois, mais pas dans le quétaine de genre... T'sais, on regardait toutes les marques de gin au Québec, puis il y a comme quasiment la moitié que c'était des allusions géographiques dans le nom. Okay. Tu penses, mettons, à genre Saint-Laurent, Gava, il y en a vraiment beaucoup que c'est ça. Puis on voulait pas y aller vers ça, mais on voulait aller vers quelque chose qui était comme jeune, cool, moderne, que tu pouvais te rappeler. Fait que Fujin, ça l'a donné... c'est devenu ça, ça a donné place aussi à toutes sortes de jeux de mots, c'était facile à dire, on disait le nom, puis comme les gens s'en rappelaient aussi. Puis l'univers de marque qu'on a découlé de ça, on a juste essayé d'être créatif puis de pas se mettre de barrières. Je pense que c'était vraiment ça. L'opportunité dans le marché, je reviens à ce que je disais il y a quelques minutes, mais c'était vraiment d'y aller vers un branding qui était flyé, puis d'avoir un marketing qui allait être très jeune et très moderne, parce que ce que je voyais sur le marché était quand même assez vieux jeu en termes de marketing. Puis moi, je venais de l'école du e-commerce beaucoup, fait que j'étais comme... je connaissais bien ce qui se faisait, mettons, dans l'e-commerce puis dans le marketing numérique. Fait que l'idée, c'était vraiment d'y aller vers quelque chose qui allait être à fond un brand et du marketing qui allait être moderne puis un peu avant-gardiste aussi. Puis pour ton marketing, justement, c'était quoi ta tactique un peu de lancement? Est-ce qu'il y avait une tactique? Oui, tu sais, moi, il y avait différents piliers, là. Il y avait un pilier que c'était sûr que ça allait être tout ce qui est digital. Fait que, tu sais, déjà, en lançant, on allait avoir... Tu sais, je m'étais assuré qu'on allait avoir un bon SEO, mais qu'on allait avoir aussi des pubs vraiment bien ciblées. Puis à cette époque-là, 2021, 2022, c'était à la fin de la pandémie, fait que le coût des ads commençait à augmenter, mettons, de façon drastique. Il était à son plus bas pendant la pandémie. Mais dans mon marché, il y avait vraiment pas beaucoup d'ads qui se faisaient parce que, tu sais, c'est pas du e-commerce que je fais, tu sais, au final. Fait qu'il y a pas beaucoup d'advertisers. Fait que, tu sais, en allemand, on avait vraiment, vraiment beaucoup d'impressions pour le budget que je mettais par rapport à quand je faisais du e-commerce, mettons. Pour d'autres catégories, pour d'autres clients. Fait que c'était intéressant parce qu'on avait quand même des résultats intéressants en termes d'impression, mais j'avais jamais les données de conversion. Tu sais, c'est pas du e-commerce, fait qu'on n'a jamais les données de conversion. Puis tu peux pas faire du drive-to-store aussi parce que c'est comme la SAQ, tu sais, fait que c'est très complexe pour ça. Mais bref, le digital marketing était définitivement un des piliers. Puis le deuxième pilier, c'était que moi, je voulais vraiment faire une marque de spiritueux qui allait beaucoup supporter les artistes et la culture québécoise en général. Fait que ça a été de très tôt faire beaucoup de collaborations avec des musiciens, des artistes qui étaient connus, qui étaient émergents ou pas, tu sais. Mais aussi après ça, de faire des humoristes émergents, des tatoueurs, des illustrateurs, tu sais. Fait que vraiment de naviguer un peu à travers tout ça. Puis c'était une stratégie, oui, mais c'était aussi vraiment un objectif, je pense, parce que, tu sais, moi, je croyais très, très, très fortement que
les artistes au Québec étaient un peu sous-évalués en termes de possibilités de marketing. On voyait tellement, tu sais, en 2022, quand j'ai lancé, c'était encore un peu le golden era du marketing d'influence. C'était comme, tu sais, les influenceurs faisaient un post, puis il y avait genre 3 millions d'engagements. Puis c'était fou, tu sais. Puis maintenant, effectivement. Mais, puis moi, ma question, c'était comme, pourquoi est-ce que t'as plein d'influenceurs qui popent de nulle part, tu sais, puis qu'ils deviennent des outils marketing vraiment intéressants. Mais mettons un artiste super talentueux qui est comme en début de carrière, puis qui a justement besoin d'argent pour financer son prochain album ou whatever, tu sais, puis qui a aussi un très bon following sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une communauté qui le suit. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un brand deal avec une marque, tu sais, que ça fit évidemment, tu sais. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des compagnies de sport local qui font une collaboration avec un rapper ou tu sais, quelque chose de même, tu sais, que ça fitterait, là. Tu verrais un rapper une collaboration avec une marque de sport puis joue au basket, tu sais, c'est de quoi qui fitterait naturellement aussi, tu sais. Fait que je me posais beaucoup cette question-là, puis la réponse, c'est juste que je pense que les marques voyaient pas nécessairement l'opportunité ou étaient pas intéressées, puis moi, j'étais comme crime, je comprends pas, fait que je vois une opportunité là-dedans, fait que je me lance à 100%, fait que dans la première année, on a fait comme 45 collaborations avec des artistes différents, la deuxième année, à peu près 45-50 aussi. Puis ça l'a fait un énorme effet boule de neige, là, parce qu'au début, moi, j'écrivais, genre, je lançais des DM à des artistes, j'étais comme « Hey, on est une nouvelle marque de gin, veux-tu collaborer avec nous? » Puis il était comme « Je sais pas, je vais demander à mon manager. » Puis genre, 6 mois plus tard, c'était comme tout le monde nous écrivait, là, puis on recevait genre des demandes, on recevait genre 10 demandes par semaine, là, c'était fou, là. Fait que, puis tu sais, je pense que ça nous a fait vraiment connaître rapidement d'un certain bassin de population qui était vraiment cool parce que il y avait un côté aussi événementiel à ça qui, moi, était intéressant. Il était vraiment intéressant pour moi parce que, tu sais, moi, mon marketing, pour moi, c'est pas tant intéressant de mettre mon logo partout à droite et à gauche puis de dire, tu sais, moi, mon marketing, c'est vraiment, il faut que les gens goûtent à mon produit parce que mes produits sont basés sur, tu sais, la plus-value de mes produits, c'est beaucoup au niveau du goût, tu sais. Fait qu'il faut que les gens goûtent à mon produit pour qu'ensuite disent, ah, c'est intéressant, je vais peut-être aller l'acheter. Si je fais juste mettre mon logo partout puis commencer des affaires qui n'ont pas rapport, tu sais, les gens vont pas se dire, ah, j'ai vu ce logo-là à tel truc, tu sais. Fait que, faut que les gens y goûtent. Fait qu'avec le côté artiste, ce qui était le fun, c'est que, tu sais, on commandait des lancements d'albums, des shows, des lancements d'humoristes ou des ouvertures de salons de tatouage même. Puis c'était des gens qui goûtaient à nos produits puis qui étaient comme crime, c'est donc bon, je vais aller l'acheter, tu sais. Fait qu'il y avait ce côté-là qui était cool aussi, ouais. Trop nice. Est-ce que tu veux nous raconter, genre, tes 5, ben pas meilleurs, mais genre, collaborations que t'as faites préférées, genre, c'était quoi, juste pour les gens qui écoutent un peu visualiser? Ouais, ben, il y en a vraiment eu toutes sortes, puis il y en a qui ont comme... Des fois, tu fais je te dirais les plus marquantes, c'est un peu dur à dire, mais des fois, tu fais des collaborations qui sont pas énormes en termes de c'est qui la personne, c'est qui l'artiste, whatever, c'est quoi la retombée en termes de views ou peu importe, mais ça découle sur toutes sortes d'autres opportunités, puis tu rentres un peu dans un cercle. Tu collabores avec une personne d'un cercle, puis après ça donne un peu accès à tout son cercle. Ça reste que c'est vraiment du réseautage au final, là, puis... Fait que, tu sais, on a commencé à collaborer avec des artistes très émergents que probablement que monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas du tout, mais rapidement, on a collaboré avec des artistes comme Fouki, Les Louanges, Laurence Nerbonne, Clean Friends, tu sais, puis et j'en passe. Fait que tu sais, on en a fait vraiment, vraiment beaucoup. Des fois, c'était comme des placements publicitaires un peu dans des vidéoclips. Ça marchait quand même bien. Des fois, c'était vraiment... Tu sais, il y a une fois qu'on a quasiment organisé le lancement d'album d'un artiste parce que lui, il était comme, je suis dans la merde, mon manager vient de me lâcher là, tatati. Fait que là, j'étais comme, OK, je connais plein de gens qui ont des salles, pas des salles, mais qui ont comme des bars que ça pourrait marcher. Fait que je passe des coups de fil, je trouve quelqu'un qui est down, on fait un menu cocktail spécial. Puis là, c'est comme, tu sais, ça se remplit et tout. Fait quoi, mais je sais pas si je préfère le top 5. Il y en a tellement eu beaucoup que c'est... ouais. Puis comme, quand tu dis collaboration, comment ça fonctionne? Est-ce que parfois c'est organique ou c'est tout le temps des coûts pour les collaborations? Des coûts, dans quel sens? Genre, est-ce que c'est tout le temps, genre, tu dois les payer pour les collaborations ou parfois c'est juste un échange ou... Des fois, c'est des échanges dans le sens que, mettons, nous, on va à un lancement d'album, puis on apporte un bar, puis on sert 200 drinks, mettons, tu sais. Puis en échange, l'artiste va nous donner une certaine visibilité, va nous donner beaucoup d'amour sur les réseaux sociaux et tout, tu sais. Fait que, tu sais, nous, il y a un coût indirect parce que moi, j'ai du staff, j'ai du... c'est l'alcool aussi qu'on donne, le coût des cocktails et tout. Le plus possible, on fait des collaborations comme ça, mais des fois, il y a des collabos aussi avec des plus gros artistes qui ont des montants qui sont impliqués, ouais. Puis parlant de musique, j'ai vu que tu as fait les Franco. Oui. Comment ça fonctionne, ça? Parce que c'est quand même des gros coups. Comment tu as fait après 2 ans? Écoute, ça, c'est... Quand on a fait les Franco, c'est une des choses qui m'a le plus
qui m'a le plus shaké, honnêtement, parce que je pensais vraiment pas qu'on allait faire ça aussi rapidement. On est un mois. Les Franco ont commencé le 9 juin cette année, je pense. On est à peu près 3 semaines avant les Franco, genre le 12 mai. Puis je reçois un appel de la personne qui est nouvellement au poste qui s'occupe des partenariats chez Spectra Groupe CH. Ouais. Dans le fond, les Franco, là, c'est la même organisation qui fait aussi Oshéaga, Lasso et beaucoup de festivals. Puis elle me dit « Hey, salut Sébastien, on a un spot pour un partenaire de gin cette année, puis on veut vraiment, vraiment travailler avec vous. » Puis là, elle m'explique que dans le fond, il y avait comme un partenariat depuis 3 ou 5 ans avec... Une très grande marque, là, une multinationale de ce monde. Puis là, ça venait de terminer, puis t'es comme, hey, on a une ouverture et tout, puis elle a pris une chance de m'appeler. Puis là, j'étais comme, ouais, mais genre, j'ai pas cet argent-là. Là. Tu sais, les Franco, ça coûte, faire un partenariat avec les Franco, ça coûte 50, 60 000 et plus, tu sais, pour avoir une activation et tout. Puis là, elle m'a dit, écoute, si t'as ce montant-là, le montant X que je vais taire, on s'arrange, puis on le fait. Puis là, j'étais comme, oh shit. Puis à ce moment-là, nous, on était vraiment dans la merde financièrement. Je veux dire, en termes de liquidité, là, on avait genre zéro liquidité. Là, genre, on était vraiment genre une paye à la fois. Là. C'était vraiment tough à ce moment-là. Fait qu'on avait vraiment pas cet argent-là. Là. Mais j'étais comme, cette opportunité-là, elle me tombe du ciel. Ouais, tu peux pas la manquer. Genre, puis je sais que l'an prochain, ça va être le prix normal. Fait que je suis comme, faut que je make it happen. Là. Fait que genre, j'ai passé comme 1 semaine à appeler genre mon bottin téléphonique de gens. J'étais comme, hey, tu connais-tu ma compagnie, blablabla. Puis là, finalement, j'ai comme trouvé quelqu'un qui voulait nous passer l'argent, le montant. Puis on s'est arrangé comme ça. J'ai trouvé ce prêt-là, genre in extremis. Puis on a pu faire cette collaboration-là. Fait qu'au final, tu sais, moi, ce que ça me donne, c'est les Franco, c'est le plus gros festival francophone au monde de musique. C'est 1,5 million de personnes environ qui passent pendant les shows des Franco. C'est genre 100 spectacles. Un peu plus de 100 spectacles pendant 9 jours. Il y a 15 bars, puis nos produits étaient en vente dans les 15 bars. Fait que, le prêt à boire, puis les gins qui étaient en vente dans les 15 bars. Fait que c'est un gros coût, mais c'est aussi un volume de vente qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, là où est-ce que c'est intéressant, c'est que dans le prêt à boire, moi, j'ai comme un droit de commercialisation de 1 an sur ce produit-là. Puis si je fais pas mon objectif de vendre la SAQ, mais je suis délisté. Fait que c'est comme, tu sais, un peu, mettons, comme Costco, ils font ça aussi de façon très agressive. Là. Fait que moi, je suis comme, faut que je fasse un volume de vente. Puis de le faire à partir du 9... C'était-tu le 9 ou le 11? Le 9 juin, c'est tôt dans l'été. Tu sais, notre produit est sorti le 1er mai. C'est tôt dans l'été, puis ça, c'est extrêmement important pour moi parce que moi, plus les gens ils goûtent à mon produit tôt dans l'été, plus ils vont le racheter pendant l'été, tu sais. Versus si le festival avait été en septembre, ben c'est la fin de l'été, là. Tu sais, les gens ont déjà acheté leur prêt-à-boire pendant l'été, là, tu sais, ils ont déjà leur nouveau favori. Fait que l'opportunité était vraiment trop grande pour qu'on la laisse passer. Fait que écoute, moi en plus, à ce moment-là, je venais de faire l'embauche de 2 stagiaires qui étaient 2 gars de l'école de cinéma de Concordia, qui étaient des machines de guerre, là, des gars de comme 21-22 ans, vraiment, vraiment calés dans le domaine du cinéma. Puis moi, j'ai embauché ces gars-là pour faire de la vidéo cet été, genre. Fait que là, on avait plein de projets avec les Franco, puis là, avec plein d'autres festivals. Fait comme, c'était... Ouais, c'était vraiment... je pense que ça a donné un gros thème de crédibilité à Fujin de faire les Franco, puis ça a aussi mis notre produit dans les mains de vraiment, vraiment beaucoup de monde. Là. Fait que, Puis je sais que c'est à long terme là, que tu vas voir si ça fonctionne ou non, mais est-ce que tu as déjà comme des retournées un peu des Franco? Je sais que ça fait vraiment pas longtemps. Ouais, c'est ça. Ben, les retombées sont vraiment dures à calculer aussi. Puis tu sais, les Franco, c'est que... tu as un coût au partenariat, puis tu leur donnes aussi des gros rabais sur ta marchandise. Là. Fait que tu fais pas vraiment d'argent avec les ventes sur le festival. Là, mais moi, ma seule retombée, c'est si les gens ont trippé sur le produit, puis dans les semaines suivantes, ils vont à la SAQ acheter un 4-pack. Puis ils en parlent à leurs amis, puis tout ça. Puis, fait que ma retombée est dure à calculer parce qu'on a fait les Franco, on a fait tellement d'autres affaires aussi niveau marketing. Mais à date, on a une très, très, très grosse année. Une très, très grosse été avec ces produits-là. Ils sont sur le marché depuis... ça va faire mai, juin, ça fait 3 mois. Puis on a déjà dépassé notre objectif de vente de l'année, genre. Fait que ça va bien. Puis tu parlais genre de volume que tu dois atteindre de vente. Est-ce que tu as le droit de nous dire c'est quoi, genre, qu'il faut que... Cette année, c'est 500 000. OK, quand même. En termes de volume de vente. Puis si tu l'as pas, il arrête de vendre ton produit aussi. Ben, en fait, c'est pas ça. Tu sais, moi, mettons, c'est comme l'objectif. Si je l'atteins pas, j'ai des... Tu sais, dans le fond, c'est que la SAQ, si tes produits restent trop longtemps à leurs entrepôts, ils te chargent.
Fait que si tu fais pas le 500 000, ben, ça veut dire aussi que tes produits vont être à l'entrepôt depuis trop longtemps. Fait qu'ils vont te charger un certain prix par caisse parce que ça traîne à l'entrepôt. Puis après ça, quand ils vont faire l'appel d'offres pour l'été suivante, ils vont dire hey, si tu as été, mettons, dans le bottom, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais mettons dans le bottom 25%, dans le bottom 50%, ben ils vont juste pas te recontinuer ton produit dans le fond. Fait que pour ce qui est de les prêts à boire, comment on réussit à sortir ça, c'est un processus d'appel d'offres qui est vraiment complexe. Moi, je voulais faire des prêts à boire dès l'année 1, mais la SAQ va pas te laisser sortir un prêt à boire si t'as pas une marque établie puis t'as pas déjà un certain rayonnement. Parce qu'un des plus gros, dans le fond, c'est une appel d'offres, puis c'est des critères d'évaluation, puis un des critères importants, c'est quoi la notoriété du branding existant, puis c'est quoi tes ventes en ce moment. Fait que la SAQ ouvre l'appel d'offres. Là, l'appel d'offres vient de terminer, ça fait quelques semaines pour l'année prochaine, fait que c'est comme un an d'avance. Puis tous les producteurs sont invités à pitcher leurs produits. Fait que dans le fond, c'est comme de remplir c'est quoi ton concept, c'est quoi ton visuel, c'est quoi ton branding, c'est quoi ta saveur, c'est quoi ton prix. Puis là, la SAQ, ils reçoivent à peu près 400 projets. Puis au terme de l'appel d'offres, ils vont en choisir 15 pour être commercialisés. Ah. Ouais. OK. Ouais. Fait que c'est un peu corsé. C'est très corsé. Quand, tu sais, Fujin est sorti en 2022, le 3 mars 2022, la première bouteille a été achetée. Puis 3 mois plus tard, moi, j'étais déjà en train de préparer des recettes pour cet appel d'offre-là en 2022 pour que le produit sorte en 2023. Puis quand on a déposé l'appel d'offre en 2022, ils nous ont dit ben genre Fujin, ça fait comme 3 mois que c'est sorti, fait que genre personne connaît ça, fait que genre tu sais je peux pas vous donner un prêt à boire, c'est trop jeune, tu sais. Fait qu'ils ont dit essayez-vous l'an prochain. Fait qu'en 2023 là, j'ai resoumis ce produit-là en fait, ce projet-là et d'autres, puis celui-là a été accepté. Fait qu'il y a ça, puis tu sais il y a aussi d'autres contraintes, tu peux juste avoir un produit par année nouveau. Juste un? Ouais, même si t'es le plus gros joueur là, tu peux juste avoir. Ouais. À moins que tu t'enlèves un de tes produits pour en remettre un nouveau, tu sais, que tu fasses un swap, là, mais ils vont pas te laisser sortir 3 prêts à boire ou 2 prêts à boire, genre. Fait que dans le marché du prêt à boire, la demande et l'offre, en fait, la gestion de l'offre est très, très, très corsée. C'est tough. Puis, faut que tu démarques par ton branding, par ta saveur, c'est beaucoup ça qu'ils vont regarder aussi, puis par l'éloquence de ta marque. Ils ont vu en 2023 ce que Fujin devenait, juste avec le gin, la bouteille, puis ils ont vu qu'on était capable de faire des bonnes affaires, fait qu'ils ont dit « Ok, c'est intéressant ». Puis le produit qu'on a sorti, il est vraiment intéressant au niveau du goût. Je pense qu'il y a un certain edge par rapport au marché. Ah, il est vraiment bon. Merci. Non, pour vrai, genre, il est pas amer, il est full bon. Ben, merci beaucoup. Fait que tu sais, ils nous ont réécrit, ils nous ont dit, on a eu la note qu'on avait eue, je pense que c'était comme 97 sur 98. Fait que c'était comme une très bonne note, là. Fait que genre, on a bien eu cet appel d'offre-là. Fait que j'étais super content. Mais ouais, c'est très compliqué de sortir un prêt à boire. Puis avant qu'on commence le podcast, tu m'as parlé que c'était compliqué le branding, je pense. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ouais. Il y a beaucoup de lois qui entourent l'alcool au Québec. Puis, évidemment, là, parce que l'alcool reste quelque chose qui est du temps plus, puis qui doit être consommé avec modération tout le temps. Puis la SAQ décide pas des lois, mais la SAQ doit interpréter les lois qui sont fédérales. Mais la façon qu'ils interprètent ces lois-là, parfois, c'est très subjectif. Fait que nous, pour le branding du prêt-à-boire, on a fait affaire avec Chien Champion, qui est un illustrateur basé à Montréal, qui fait il a fait beaucoup de collabos récemment, des grosses avec, entre autres, Nike, NHL, des grosses entités. Puis il a aussi fait quelques murales à Montréal, là, entre autres à l'aéroport, puis d'autres choses comme ça. Fait que vraiment un artiste que j'admire beaucoup. Je voulais travailler avec lui depuis le départ. Puis quand on a soumis notre premier visuel, qui était c'était en septembre de l'an passé, la SAQ ont dit votre visuel est vraiment trop enfantin, ça passe pas au comité de sélection, fait que désolé, ils ont dit ça pourrait attirer les jeunes enfants. Fait que la décision, c'était comme votre visuel peut attirer les jeunes enfants, fait qu'on peut pas mettre ça sur les tablettes. Fait que là, on a eu genre 10 jours ouvrables entre je pense que c'était genre le 12 décembre et le 28 décembre, genre en plein pendant le temps des fêtes, pour comme sortir un nouveau visuel entièrement, genre. Puis tu sais, comme Chien Champion, Philippe, on avait travaillé avec lui, on s'était entendu sur un budget, il avait travaillé pendant 2 mois sur le premier visuel, puis comme lui, il y a des contrats, là. Puis je pense qu'à ce moment-là, il était en voyage aussi, tu sais, fait que c'était... Puis, tu sais, après ça, nous, tu sais, genre, finalement, on a soumis notre nouveau visuel qui était celui-là, genre le 27 décembre. Puis la SAQ nous sont revenus, genre 2 mois plus tard. Tu sais, vraiment trop longtemps, ce qui a fait que nous, on pouvait pas commander nos canettes avant d'avoir le go de la SAQ parce que des fois, ils vont te dire ton visuel passe, mais il faut que tu changes ce mot-là ou il faut que tu changes tel truc et tout. Ou tu sais, genre, ils vont dire des fois change n'importe quoi, là, vraiment des petits détails. Leur département de qualité, gestion de la qualité est très picky. C'est correct aussi, là, je le respecte beaucoup. Là.
Mais tu sais, ils nous sont revenus genre un mois et demi plus tard. Puis nous, à cause de ça, on a eu beaucoup de retard sur les premières productions parce qu'on attendait nos canettes. Parce que tu sais, moi, la production de juste comme printer les canettes, ça prend comme un mois et demi, 2 mois, tu sais. Fait que là, puis nos premiers échantillons, on était censés les envoyer genre en mars. Finalement, on les a envoyés comme en fin avril, tu sais. Okay. Fait qu'on était un peu dans merde à cause de toute cette histoire-là. Puis comment ils ont décidé que c'était correct, finalement, le graphique? Le nouveau visuel qu'on a pitché a retourné au comité d'éthique, puis on l'a beaucoup fait évoluer. OK. C'est niaiseux, mais on a rajouté genre des éléments qui faisaient plus mature. Mais ça reste que Felipe a un style d'art qui est très bande dessinée. Funky. Puis, tu sais, d'ailleurs, lui, il a entre autres dessiné des livres jeunesse, des choses comme ça, tu sais, mais son style d'illustration est bande dessinée, mais ça veut pas dire que ça s'adresse à un enfant, tu sais, ça reste de l'art, tu sais. Puis, rendu là, juger de l'art, c'est quand même quelque chose qui est assez... c'est quelque chose qui est assez difficile. Puis de dire que telle personne n'a pas eu un bon jugement aussi, tu peux pas dire ça. Tu sais, moi, je peux pas dire que la SAQ n'ont pas bien jugé. Tu sais, c'était leur perception. Tu sais. Je sais pas qui était sur le comité d'éthique, là, mais comme je peux pas dire qu'ils ont mal jugé. Tu sais, c'était comme juste leur jugement à ce moment-là. Fait qu'on a, tu sais, niaiseux comme ça, mais les deux personnages principaux sur notre dessin, qui est la fleur et le citron, on a rajouté des lunettes de soleil puis des muscles au citron. Okay. Puis on a rajouté une sacoche puis des lunettes stylées à la fleur. Genre, ok, je comprends. Puis genre des longues jambes avec des bottes. Tu sais, fait que juste pour qu'il ait pas l'air, tu sais, qu'il ait l'air un peu plus... Ouais, c'est pas un enfant. C'est ça, mais tu sais, c'est des affaires comme ça. On a beaucoup épuré le dessin. Après ça, ce artwork-là, je le trouve fantastique. On a tellement des beaux commentaires. Quand les gens le voient, tu sais, c'est très vendeur aussi, mais quand les gens le voient, ils trouvent ça très bold aussi, très différent un peu de ce qui se fait sur le marché. Fait que c'est un gros risque qu'on a pris. Parce que le deuxième visuel, c'est la SAQ disait non, c'était comme on n'avait plus de chance, là. C'était dead, là. Fait que comme dans ces journées-là, qui étaient genre le 26, 27, 28 décembre, là, mettons qu'il y avait beaucoup de stress. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, justement, depuis qu'on parle, t'as l'air de comme dépendre... Ben, je sais que tu dépends pas d'eux, mais tu sais, c'est pas mal autour de la SAQ. Comment tu fais pour survivre sans eux un petit peu? Est-ce que tu fais genre... Comment tu fais pour pas dépendre 100% de eux? On dépend 100% de la SAQ d'une certaine façon parce que, tu sais, moi, la SAQ, c'est mon seul client. Ouais. C'est ceux qui me payent, mais mais tu sais, il y a des milliers de consommateurs qui génèrent de la demande aussi, tu sais. Mais après ça, il faut que je gère avec la SAQ. Puis c'est plate à dire, mais c'est des personnes individuelles qui contrôlent des choses à la SAQ. Puis ces personnes-là sont très difficiles à rejoindre, tu sais. Okay. Fait qu'on a tellement eu des histoires d'horreur. Je pense que toutes les distilleries ont des histoires d'horreur avec la SAQ ou comme... Ben, pas toutes des histoires d'horreur, mais genre des bad luck, des choses comme ça. On en a eu genre 3 majeures, là, mettons, là, dont celle du visuel, là, mais on en a eu d'autres, là. Puis tout le monde, à un certain point, a de la frustration envers la SAQ parce que telle chose aurait pu être gérée différemment, telle chose, tu peux dire c'est parce que cette personne-là m'a pas fait une assez grosse commande, fait que je suis en rupture de stock, ou tu sais, tata. Mais à la fin de la journée, la SAQ, ça reste une énorme machine, là, genre c'est gigantesque, la SAQ. Puis comme, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de désavantages. Il y a un énorme débat sociétal là, à propos de la SAQ, là, tu sais, sur toutes sortes de choses, là, tu sais, l'utilisation des produits québécois, juste le fait que c'est comme que c'est propriété du gouvernement, tu sais, que c'est un monopole et tout. Mais au final, la SAQ fait du bien et n'est pas parfaite. Tu sais, c'est une machine que dans les premières années, ça a été tough, beaucoup de frustration, beaucoup de sentiments, de choses comme ça. Puis à un moment donné, t'es comme, je suis seul chez moi devant mon ordi, là, je peux pas changer le monde. Là. Fait que genre, je vais attendre, puis comme, tu sais. Ouais. Puis est-ce qu'un jour tu voudrais comme sortir du Québec ou tu veux juste vendre au Québec? Non, c'est sûr qu'on va sortir du Québec. OK, ça fonctionne comment ça? Ouais, c'est une bonne question, mais c'est très dur parce que les produits québécois qui vendent à l'extérieur du Québec, tous en fait, là, ils vendent par la qualité de leurs produits parce que leur produit a des propriétés qui sont recherchées dans certains pays. Par exemple, on vend beaucoup de gin en Corée puis en Taïwan. Ah ouais. Puis aussi des produits à base d'érable parce qu'ils sont très friands de ça. Puis eux, c'est comme le gin nordique là, qui vient genre de tu sais, quasiment de l'Alaska. Genre, ils sont comme le gin québécois, genre des igloos. Tu sais. Je pense que c'est un peu cette image-là, mais en même temps, c'est comme... Tu sais, tu vois des distilleries québécoises qui vont faire des trade shows là-bas, puis c'est comme, on emmène des photos d'érable, puis des affaires de même. C'est ça qui vend aussi là-bas, parce que tu peux pas te battre avec des gins qui sont faits à Londres, tu sais, au UK, ou qui sont faits en Europe. Tu sais, il faut que tu dises, moi, ma plus-value, c'est que c'est un gin très, tu sais, du terroir, puis c'est la forêt boréale, puis tout ça, tu sais. Moi, dans mon cas, je veux essayer de me démarquer par le branding, mais c'est très difficile parce que les brands à l'international, la distribution est très, 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 très difficile parce que tu as quelques joueurs qui ont des énormes tentacules qui contrôlent tout, de 1, au niveau de la distribution, puis de 2, même si tu es distribué, il faut que tu génères une demande. Fait que
sais, moi, dans quel marché je peux arriver puis dire « Hey, Fujin, c'est cool, buvez ça », tu sais. C'est quand même tough, tu sais. Puis il y a des marques québécoises qui ont essayé de le faire en Ontario, qui ont essayé de le faire ailleurs, puis il y a eu beaucoup de flops, là. Il y en a très peu qui ont réussi. Il y en a qui ont réussi, comme Ungava, entre autres, a réussi, vend en ce moment en Colombie-Britannique, puis un peu aux États-Unis. Mais il faut savoir qu'Ungava a été racheté par Pernod Ricard, là, qui est une énorme multinationale française. Fait que Pernod Ricard avait des deals de distribution déjà dans ces endroits-là, tu sais. Fait que ça facilite un peu la chose dans ce cas-là. Fait que comment tu réussis à faire ça? Ben moi, ma stratégie, tu sais, puis je suis pas encore rendu là dans mon développement d'affaires, mais ça va être d'y aller un peu de la même façon que on l'a fait ici en passant par le côté culturel de la chose, vraiment, tu sais. Fait que moi, un marché que je veux attaquer, c'est sûr que c'est la France d'abord et avant tout, parce qu'on a déjà, là, j'ai vraiment beaucoup de contacts en France, dans le monde culturel là-bas, puis des contacts de contacts, puis je sais que ça peut ouvrir vraiment, vraiment un coup de porte. Mais aussi, j'ai vu que ça a marché ici, fait que je serais comme, pourquoi ça marcherait pas là-bas? Mais quand je vais être rendu là, il va falloir que je calcule bien mes affaires parce que ça reste quand même assez complexe, là. Puis, tu sais, le gin, c'est pas nécessairement sexy en France aux yeux des Français, tu sais, fait que t'as beaucoup de choses à faire. Mais moi, quelque chose que j'aimerais beaucoup faire aussi, c'est de commanditer des tournées d'artistes québécois qui vont en France, tu sais. Okay. Ça, c'est quelque chose que je voudrais beaucoup faire aussi, tu sais. C'est comme le Québécois qui fait son show en France, à Paris ou peu importe, puis qui a comme son sponsor, c'est comme le gin local, tu sais. Je pense qu'il y a quelque chose de cool avec ça. Puis, tu sais, puis un parallèle aussi que je veux mentionner parce que c'est quand même cool de le faire. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui m'a inspiré aussi à travers ça. En Belgique, il y a une situation, tu sais, la musique la plus populaire, la plus écoutée en Belgique, c'est le rap. Puis les jeunes rappeurs ou rappeuses ont beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux. Puis là-bas, quand un jeune rappeur fait sa première tournée, il est toujours signé par une marque, une microbrasserie locale. Parce que la bière est très forte là, en Belgique aussi. Là. Fait que les Belges, les microbrasseries belges vont se pitcher sur les jeunes rappeurs émergents qui partent en tournée en Belgique, puis ils vont dire, nous, on commandite sa tournée, genre. Fait que là, t'as un rappeur qui il va aller à Bruxelles, il va aller à Liège, il va aller à, je sais pas trop, en Belgique, puis il va avoir comme son sponsor qui est sa bière, genre. T'sais. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment nice. Puis, tu sais, pourquoi on n'a pas ça au Québec? Fouille-moi, là. Tu sais, il y a personne qui l'a fait. Il y a quelques marques qui ont essayé, je pense que dans le temps, Chic Choc, je suis pas mal sûr que c'est Chic Choc, avait fait une collaboration avec Dead Obies. Il y a longtemps, là, mais c'était comme les gars de Dead Obies avaient fait un post Facebook là, avec une bouteille, puis c'était comme un peu cringe, là. En tout cas, mais tu le regardes genre avec genre 10 ans plus tard, t'es comme c'est fucking cringe. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était cool. C'était avant-gardiste, là. I guess, mais comme, tu sais, c'est genre, tu sais, puis il y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Tu sais, puis là, je parle dans l'alcool, mais en général, il y a tellement pas beaucoup de marques qui investissent de l'argent dans des artistes québécois, sauf les plus gros artistes. Tu sais, là, mettons, quelqu'un comme Loud, il est commandité par Air Canada, tu sais, puis par genre Hennessy, puis genre par North Face, je pense, ou je sais plus trop qui, tu sais, fait. Mais tous les artistes qui sont en dessous de ça, qui ont aussi des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, qui font aussi des shows devant des salles pleines, ont pas des commandites, tu sais. Fait que nous, on l'a fait à 2 reprises, commandité des tournées jusqu'à maintenant, puis ça a été vraiment des succès, là. Genre, c'est comme ça a vraiment bien marché. Puis c'est qu'un artiste aussi qui est aimé de son public, puis qui remplit, mettons, 20 salles dans une tournée, il va parler de ton produit sur ses réseaux sociaux, il va peut-être en parler pendant le show, il va peut-être le boire pendant le show, son produit, whatever, ou tu sais... Tu crées un lien vraiment, vraiment puissant avec les gens qui sont allés voir ce show-là. Puis c'est pas un lien que tu pourrais créer via une commandite d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Genre, c'est comme au-delà de ça, c'est plus émotionnel, tu sais. Fait que, voilà. Cool. Puis est-ce que tu fais juste ça dans ton marketing ou tu fais un peu le marketing d'influence pour toi, c'est dead? Genre, est-ce que tu fais beaucoup d'organique? En fait, est-ce que tu fais des pubs? C'est quoi ton marketing? Bonne question. C'est parce que moi, je peux parler du marketing d'influence beaucoup parce que j'ai été le stratège marketing qui l'a conseillé en 2021, en 2022 quand je travaillais dans une agence. Puis ça marchait, genre, pour mes clients, là. Okay, ça marchait vraiment. Mais je l'ai vu évoluer aussi, tu sais. Puis moi, je veux pas que mon branding, ça soit ça. Mais on a fait du gifting. On n'a pas fait de collabo payante avec des influenceurs. Genre, on a fait des publicités. OK. Je reviens avec les publicités après, là, mais on n'a pas dit genre, hey, toi, je te donne 5000$ pour que tu fasses un post. On l'a pas fait. Okay. Mais on a fait du gifting. Le gifting, on l'a fait 90% avec des artistes, des tatoueurs, des illustrateurs, des artistes, des DJ, des rappers. Puis c'était fou parce qu'on leur envoyait une bouteille, puis ils capotaient. C'était la première fois qu'ils recevaient un colis. Genre. Il y en avait qui nous écrivaient, qui étaient genre, yo, c'est malade, merci tellement. Puis là, genre, ils nous invitaient à leur show. Genre. Trop cool. Comme, tu sais, merci. Tu sais. Puis fait quand on a commencé à faire ça, c'était une des premières choses qu'on a faites, là, le gifting. Là, la première vague de gifting qu'on a lancé le produit, on a tellement eu de retours positifs, là, puis ça a tellement comme brisé des
ça a vraiment été un gros brise-glace, genre, tu sais, ça l'a vraiment déboulé aussi, fait qu'on a continué à le faire. Mais le gifting je pense, je l'apprends à personne, le gifting est vraiment, c'est le prime du gifting est passé, là. Les influenceurs et même les micro-influenceurs reçoivent 40 colis par jour, c'est absurde. Puis c'est pas cool. C'est extrêmement polluant aussi, là. C'est extrêmement polluant, là. Surtout des fois, tu vois, genre, des compagnies qui envoient des colis énormes, là. Ouais. Puis C'est vrai comme qu'il y a beaucoup quarts, de plastique. des colis énormes, puis le 3/4 de ce qui est dans le colis, c'est genre du plastique, tu sais, des goodies ou du plastique. Comme... Puis en même temps, je comprends, là, la marque est fière là, de mettre ses stickers en plastique là, imprimés en Chine là, dans la boîte, mais comme la personne ne va pas nécessairement les coller sur son frigo, genre. En tout cas. Fait que ça, c'est mon opinion. Un peu tranchante, mais comme, voilà. Fait que le reste du marketing qu'on fait, c'est beaucoup d'événementiel avec le prêt-à-boire. Fait que beaucoup de festivals cette année qu'on fait. On a fait des lancements aussi. On a fait un gros lancement médiatique, un gros événement médiatique pour ce prêt-à-boire-là. On fait beaucoup de... Tu sais, moi, je continue à faire beaucoup de digital parce que j'aime beaucoup ça. Puis je connais bien ça, tu sais, j'ai pas une agence qui gère ça pour moi, tu sais, tout ce qui est paid ads et tout. Fait que c'est une force aussi qu'on peut faire en interne, je veux pas. Puis beaucoup d'organique sur les réseaux sociaux. J'ai longtemps fait du TikTok moi-même dans mon... J'étais dans mon salon, je faisais des vidéos de cocktails puis des choses comme ça. Puis ça l'a bien bumpé dans les 2 premières années de Fujin. Tu sais, on a allé chercher plusieurs vidéos à 100 000 views et tout. Fait que c'était quand même cool. Mais tu sais, puis après ça, je pense qu'on se démarque par du contenu quand même un peu avant-gardiste sur les réseaux sociaux. Il y a très peu... C'est vraiment tough, tu sais, être une marque sur les réseaux sociaux, là, parce que les gens s'en foutent un peu de toi. Il y en a tellement. Il y en a tellement, puis tout le monde essaie d'être cool, tout le monde essaie de faire des affaires et tout, tu sais, puis dès qu'il y a quelque chose qui marche, tout le monde le fait, tu sais. Mais nous, on essaie d'être un peu avant-gardiste, puis de vraiment pas se prendre au sérieux, puis d'avoir un ton, tu sais, fait que... Puis moi, je suis... Tout le monde, tu sais, il y a vraiment peu de gens qui sont d'accord avec moi en ce moment, surtout sur les plateformes, tu sais, mettons sur Instagram, mais moi, je préconise vraiment la qualité over la quantité. Ouais. Mais tu sais, tu parles à des agences, puis tu parles à du monde, tu sais, des conseillers, puis ils sont comme, faut que tu fasses 3 posts par semaine, là. Mais ça, je pense que c'est plus quand t'es un influenceur toi-même, c'est comme... I guess, mais les gens, ils sont comme tu sais, en tout cas, oui, je suis d'accord avec toi, mais ça reste que, tu sais, tout le monde dit, il faut que tu fasses 3 posts par semaine, puis je suis comme, non, là, les gens, ils veulent même pas voir 3 posts de moi par semaine. J'aime mieux faire genre 1 post par semaine ou 1 post aux 2 semaines, puis que mon post est comme, il frappe. Ouais. Quand les gens, ils le voient, ils sont comme, ça c'est nice, je vais lire le post, tu sais. Parce que sinon, c'est comme, la fatigue publicitaire, là, c'est genre le plus gros truc qu'on parle pas assez, là, genre, tout le monde est écœuré de voir des pubs, là. Puis genre, le contenu organique est une pub, là. Faut pas l'oublier, là, tu sais. Faut pas l'oublier, ça. Fait que genre... Fait que ça, c'est tough. On essaie de faire des choses un peu différentes avec ça. Beaucoup en faisant des vidéos qui vont être un peu humoristiques, absurdes, pour aller chercher les émotions des gens puis l'engagement. Fait que, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je trouve nice de Fujin, c'est vraiment, vous avez un univers, genre. Comme quand on regarde vos trucs, je me sens pas comme pub, il veut juste me vendre, tu sais, comme je trouve ça trop cool, qu'est-ce que vous faites, c'est full créatif, ça paraît que c'est pensé, c'est vraiment nice. Ben merci, c'est gentil, c'est beaucoup de l'essai-erreur, là. Ouais. Pour vrai, là, c'est comme... Moi, j'ai beaucoup de notes dans mon sel, puis j'ai comme 400 idées que je veux faire, là. Puis à un moment donné, on va en faire, puis c'est comme... À un moment donné, on dit, cette semaine, on essaie de faire ça, genre. Ouais. Good. Puis pour la fin du podcast, ça a des questions un peu plus en rafale. Ouais. Fait que première question, c'est quoi ton plus gros flop dans l'entreprise, genre ton plus gros échec? Oh my God. La première commande qu'on envoyait à la SAQ, là, on avait un problème avec les codes barres scannaient pas. Puis là, on venait d'imprimer 25 000 étiquettes. Puis les codes barres scannaient pas. Puis on avait envoyé 3600 bouteilles, genre aux entrepôts de la SAQ. Puis là, ils m'appellent, ils disent « Ouais, vos codes barres scannent pas. » Fait que là, l'étape numéro 1, ça a été de faire... on a fait imprimer des petits stickers avec nos codes barres. Puis on est allé à l'entrepôt de la SAQ. Je suis allé avec 3 amis. On a ouvert toutes les caisses. Puis on a replacé un après-midi au complet. Merci à Laurélie, Thomas et Claudio qui m'ont accompagné. On a fait ça un après-midi. Ça a pris 6 heures, je pense. La SAQ nous bilait pendant qu'on était là-bas. Parce que, genre, on prenait du temps dans l'entrepôt et tout. Ah ouais, c'est comme... Ouais, c'est comme... Vite! Genre... Ah ouais, c'était le bordel. Puis après ça, il a fallu faire nos étiquettes, là. Fait que les 22 000 étiquettes restant, là. Parce qu'il y avait, genre... Il y avait une... Tu sais, dans le code barre, il y avait comme une barre qui était pas assez pixelisée, genre. Ah ouais, c'est de la grosse merde. Ah, c'est pas nice. Ouais, ça, c'était... Je pense que ça serait le plus gros flop. Qui aurait pu être évité, mettons, là. OK, good. Deuxième question. T'as combien d'employés? Puis tu trouves ça comment être un boss? Très bonne question. Je pensais pas qu'être un boss, c'était ce que c'était. Okay. Là, en ce moment, on a 5 employés. J'ai 5 employés avec moi, plus un temps partiel. Fait que c'est ça, mais tu sais, ça l'a ondulé entre 1 et 5 depuis le début de l'entreprise. Je suis pas un bon... Je me suis rendu compte que je suis pas un bon gestionnaire d'humains.
pas un très bon gestionnaire d'humains, je le fais, là, mais comme je suis pas la meilleure personne pour faire tout ce que des gens en RH vont être capables de faire. Fait que je trouve ça très difficile. Mais en même temps, je pense que je suis quelqu'un qui est facile d'approche, qui communique quand même bien aussi, fait que j'ai aucun problème. Mais comme des fois, je suis comme, mais ça, on préfère ça. Puis on n'est pas nécessairement rendu là, aussi des choses comme ça. Tu sais, ça va être différent quand je vais avoir 15 employés en même temps. Là, ça va être très différent. Fait qu'il y a un peu de tôt pour dire ça. Mais quand il y a des problèmes de niveau RH, j'ai quand même de la difficulté à mettre le côté émotionnel, mettre le boss. Ouais, je comprends. C'est très difficile. Ouais. Puis au début, tu m'as dit que ton frère il avait investi aussi, je pense. Est-ce que vous êtes les deux dans la compagnie ou comment ça fonctionne? Ouais, mon frère il a investi au départ. Lui, il est comptable dans la vie, là, de formation. Fait que c'est très utile d'avoir un comptable avec soi. Puis il gère aussi tout le côté administratif, facture, payer, tout ça. Très pratique d'avoir lui dans l'entreprise. Fait qu'il a investi avec moi au départ. Puis là, on est les deux actionnaires de la compagnie. Là. C'est comment travailler en famille? Mon frère, il travaille pas à temps plein pour l'entreprise. OK. Mais ça va super bien, là, ça l'a vraiment, moi puis mon frère, on n'était pas les meilleurs amis du monde en grandissant, là, on faisait chacun nos choses de notre côté un peu plus, mais ça nous a beaucoup rapprochés de le faire, fait que c'est cool. On se voit pas non plus à toutes les semaines, là, il habite à Québec, moi je suis à Montréal, fait qu'il y a ça, mais on a super belle relation à travers ça. Mais par contre, le fait d'être seul, d'être comme seul fondateur actif, j'ai été dans une entreprise, la première entreprise que j'ai fondée à l'université, on a été 6 actionnaires, même 7 actionnaires, genre. Puis, tu dis ça, tout le monde est comme ça, devait être le bordel, mais c'était trop pas le bordel. On avait vraiment du fun. Puis c'est juste qu'on a développé une application mobile vraiment très, très, très technologique pour l'année 2017. Puis on avait comme des développeurs logiciels qui ont embarqué dans le projet avec nous, puis on n'avait pas d'argent, fait qu'on leur donnait des parts. C'était un peu ça l'idée. Puis quand on était 7, c'était facile parce que t'es comme, hey, toi tu fais ça, moi je suis bon là-dedans, je vais faire ça, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Mais quand t'es tout seul, là, tu dois tout faire tout seul. T'as tous les chapeaux, puis t'es comme, quand il y a des erreurs, c'est un peu 100% de ta faute. Puis c'est. Moi, j'ai un peu de difficulté je dois travailler beaucoup là-dessus, mais de la difficulté à déléguer un petit peu dans la vie, j'aime ça, toucher à tout, puis en même temps, je le fais depuis un certain moment, fait que c'est tough, mais d'être fondateur, puis de travailler ça à temps plein, je trouve ça difficile. J'aurais aimé ça, mettons, avoir un partenaire qui serait là, genre à temps plein pour, comme, se passer à POC, puis se faire challenger aussi, là. Mais t'as pas un mentor? Non, j'en ai eu un, j'en ai cherché, j'ai pas de mentor, j'ai fait des posts LinkedIn, c'est pas arrivé, mais je suis pas à la recherche nécessairement. Mais mettons, moi, ce qui me manque le plus, c'est d'être challengé, là, parce que toutes les idées marketing, c'est des idées marketing qu'à un moment donné, ils étaient dans ma tête, ils ont jamais dans ma tête, puis j'étais comme, c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Puis la seule personne qui peut répondre à ça, c'est moi, genre. Des fois, j'essaie d'en parler à des amis, puis je suis comme, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis ils vont dire, c'est de la merde ou c'est pas pire, fait que tu sais, ce que j'aurais le plus de besoin, ce qui me manque le plus, c'est de me faire challenger, mettons. Je comprends. Ouais. Sur toutes sortes d'affaires, là, parce que, il y a le marketing, mais il y a aussi, les produits, là. Les produits, c'est moi qui les développe. Puis, comme je me fie à mon palais, je pense que j'ai quand même un bon palais dans la vie, mais comme je suis pas chimiste. Ouais. Fait que, il y a ce volet-là qui est quand même tough aussi au niveau des produits, ouais. Puis, tu penses que ce serait quoi ta meilleure qualité en tant qu'entrepreneur puis ton pire défaut? Je dirais que ma meilleure qualité, c'est que je suis vraiment débrouillard parce que à cause des expériences entrepreneuriales que j'ai eues, il n'y a rien qui est impossible. Fait que genre, quand on veut faire de quoi, genre, on va make it happen s'il faut que ça arrive. Là. Puis il est tellement arrivé de pépins puis d'affaires absurdes qui n'auraient pas dû arriver. Puis comme, j'ai toujours j'ai toujours trouvé des solutions avec mon équipe, genre. Fait que je pense là, tu sais, on a réussi à faire des choses vraiment absurdes avec les moyens qu'on avait, tu sais. Une chose qu'on a beaucoup faite avec Fujin, qui a beaucoup marqué notre branding, c'est des publicités. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la publicité, genre. Puis comme la publicité de ma génération, là, tu sais, je suis millennial, mais aussi, tu sais, les Gen Z, c'est vraiment pas la même qui fonctionne avec ce que mes parents marchaient, tu sais. Fait que, tu sais, genre les publicités de char, là, que mon père écoute depuis 30 ans, là, ben, ces mêmes publicités-là, qui ont pas beaucoup évolué depuis 20 ans, si tu les montes à des jeunes de notre âge, puis à des Gen Z, t'as pas d'effet, là, t'as pas de conversion, ça marche pas, tu sais. Fait que la publicité, c'est vraiment tough, là, surtout qu'on parle de publicité de télé ou des choses comme ça, mais moi, j'ai essayé d'approcher ça de façon créative et sans barrière, puis d'investir là-dedans. Fait qu'on a fait des publicités avec un budget d'à peu près 15-20 000 $, puis la publicité avait l'air d'une publicité à genre 100-150 000 $, là. Genre, il y a des gens qui m'écrivaient sur LinkedIn qui étaient genre... Voyons, t'as-tu fait une ronde de financement puis tu nous l'as pas dit, genre, t'as-tu fait de quoi? Puis, tu sais, comme il y a une publicité qu'on a faite l'an dernier pour le lancement de notre deuxième gin, qu'on avait
vraiment un line-up genre de Super Bowl. Là. On avait, ouais, j'ai vu, c'était trop nice. Ouais, beaucoup de créateurs, beaucoup d'artistes, beaucoup de monde. Puis quand cette publicité-là droppait sur les réseaux sociaux, ça l'a fait shit, genre. C'est comme les gens étaient comme what the fuck, ça sort de où ça? Ouais. Puis c'était comme, voyons, tu sais, les commentaires c'était genre, voyons le budget, genre, voyons, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est comme si LG2 qui a fait ça. J'étais comme non, pas du tout, tu sais. Non, c'est Galerie Studio qui l'a fait, pour ceux qui se le demandent. Ouais. Puis est-ce que tu penses que comme le plus important, c'est les contacts? Genre, c'est quoi le plus important qui t'aide le plus dans ta compagnie? Oui, les contacts, 100%, là, tout est une question de contact, mais après ça, d'être méticuleux, puis de rechercher, tu sais, mettons, le produit, tu sais, on n'a pas parlé beaucoup, mettons, de l'aspect qualitatif de mes produits, mais c'est vraiment une grosse plus-value qu'on a, tu sais, tu l'as dit toi-même que tu trouvais bon, tu sais, puis il y a plus d'une centaine de prêt-à-boire différents à la SAQ, puis il y en a peut-être une dizaine que t'es genre, wow, ils sont bons, là, sur 100, là, tu sais, il y en a 90% qui sont pas très bons, là, malheureusement, tu sais. La raison pourquoi ils sont pas très bons, c'est pour des raisons de coût, puis pour des raisons qu'ils n'ont pas fait assez de recherche ou quoi que ce soit. Ils ont coupé des coins ronds. T'sais. Mais nous, on a un prix qui est très compétitif, qui est comme 15% en bas du prix de nos compétiteurs, puis qui est meilleur que la majorité de nos compétiteurs en termes de goût. Puis là, c'est... En tout cas, je le dis selon les commentaires que moi j'ai reçus et tout, tu sais. Puis la raison qu'on a réussi à faire ça, c'est parce que on a été tellement méticuleux sur nos contrats de fournisseurs, sur... tu sais, moi, tu sais, on fait notre pré-à-boire avec des vrais jus naturels de fruits. Ça fait toute la différence. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça encore. Mais moi, j'étais allé voir tous les fournisseurs en Amérique du Nord qui faisaient genre du jus de citron concentré, puis genre j'ai tout essayé là, les 140 produits là, je les ai tous testés genre en termes de coût aussi là. Fait que je suis comme, puis genre j'ai comme 3 fournisseurs là que c'est genre de la qualité, puis que je peux compter sur eux, mais comme fait qu'on a été vraiment méticuleux pour avoir un edge au niveau de la formulation, la recette, les fournisseurs, les contrats et tout ça, puis ça apparaît au final dans le goût et le coût du produit là. Cool. Puis justement dans une de mes questions, je me demandais c'est quoi le plus gros coût dans ta compagnie? En ce moment, c'est le coût des intérêts. C'est vraiment ça, parce que, tu sais, ma compagnie est pas encore rentable. Tu sais, cette année, on va être proche de finir avec un BAIA positif, mais pas encore. L'an prochain, on devrait être pas mal mieux. Fait que le coût des intérêts est énorme. Fait qu'on va attendre que les intérêts descendent pour célébrer. Sinon, tu sais, évidemment, c'est les labor costs puis les coûts de production. Mais je te dirais, après ça, tu sais, ça serait le marketing. Il n'y a pas de coût spécifique qui me vient à l'esprit qui genre ça c'est vraiment cher. Tout coûte quand même cher là, notre coût de production, le payroll, le coût de nos partenariats, puis après ça moi j'essaie de me débrouiller avec le budget marketing à la fin de la journée, genre puis comme bon j'ai mon tableau Excel, voici ce que j'ai cette année, j'espère qu'on va vendre plus pour que j'aie plus d'argent, puis là il t'arrive genre une opportunité comme les Franco puis t'es comme bon ben on va le faire, puis on va faire X sur ça à côté, fait comme Good. Parlant de numéro argent, est-ce que tu peux nous dire que tu as vendu combien de canettes à date? Oui, ben dans le fond, la SAQ nous en ont acheté environ 160... on est rendu à plus que ça, on est rendu à comme 175 000 cette année à date, en 4 mois. L'objectif annuel, c'était 150 000. Fait que là, on a comme dépassé en 4 mois de 20 000 cet objectif-là. Cool. Ça nous positionne en haut de la moyenne du marché aussi dans la catégorie en 4 mois. Fait que j'ai hâte de voir à la fin de l'année, on va être rendu à quoi, mais on va se positionner quand même très bien par rapport à nos compétiteurs. C'est cool aussi, là, les chiffres, parce que la SAQ est une entité publique, fait qu'on a accès à toutes les données, là. Fait que j'ai les données de mes compétiteurs, j'ai les données globales de la SAQ, tu sais comment la SAQ font d'argent, puis comment tous tes compétiteurs font de vente aussi. Fait que moi, j'aime quand même les chiffres, fait que c'est le fun de regarder ça. Ouais. Cool. Puis est-ce que tu veux nous dire c'était quoi ton chiffre d'affaires dans le fond l'année passée? Ouais, l'ambition était pas loin de 500 000, peut-être 450, quelque chose comme ça. Puis là, cette année, on va être presque à 1 million, mais pas loin. Mais j'attends de voir encore les ventes. Ouais, merci. Le marché du gin est en énorme crash en ce moment. Là. C'est vraiment difficile pour les bouteilles de gin, mais le prêt-à-boire va très, très bien. Fait que je suis content qu'on l'aille cette année, vraiment. Puis tu penses que tu devrais faire quoi comme autre produit dans le... écoute, c'est quand t'es dans l'alcool, t'as pas 46 opportunités. Là. Tu sais, le vin, c'est 68% des revenus de la SAQ à peu près. Là. C'est comme 2,4 milliards là, que la SAQ fait avec le vin. Le gin, c'est 200 millions. Ça donne une idée là, à quel point le vin, c'est plus gros que le gin, mettons. Mais après ça, t'as rhum, tequila, vodka, prêt à boire. Tu sais, puis je veux pas faire de bière, je veux pas faire de vin. Tu sais, c'est comme d'autres affaires. Fait que je vais pas mentionner... C'est sûr qu'on reste dans le gin, puis qu'on reste dans le prêt à boire. Je peux dire aussi qu'on travaille sur des produits sans alcool. Ah, cool. Parce que la SAQ recherche beaucoup le sans alcool, puis
ils ont annoncé aussi là, aux fournisseurs que comme leur plus grosse campagne publicitaire de l'année 2025, ça va être sur le sans-alcool, genre. Fait que comme, tu sais, s'il y a une opportunité, puis on va la saisir. Puis moi, c'est pas des gros développements de produits parce que j'ai déjà des recettes, là. Genre, j'ai vraiment beaucoup de recettes déjà prêtes. Ah ouais. Fait qu'il y a ça, mais il y a vraiment d'autres projets plus complexes et à long terme qui vont venir éventuellement. Cool. Prochaine question, c'est quoi ta plus grande réussite à date avec ta compagnie? C'est pas obligé d'être monétaire, ça peut être vraiment aussi personnel. J'ai vraiment... on a fait le festival La Noce il y a pas très longtemps, puis pendant ce week-end-là, c'est un festival de musique au Saguenay qui a à peu près 20 000 personnes qui vont. C'est très québécois c'est très gros, là, mais c'est comme très québécois comme musique et tout, mais c'est... Tous les jeunes qui sont en région au Saguenay, genre, ont hâte d'aller là. Puis comme il y a beaucoup de gens de Québec et Montréal qui vont aussi, on était partenaires de ce festival-là. On a... tu sais, il y avait nos compétiteurs aussi qui étaient partenaires. Puis on a comme vraiment explosé les ventes par rapport à tout le monde. Fait que ça, c'était vraiment cool. Mais j'ai vraiment eu un espèce de choc de réalisation pendant ce week-end-là de comme... J'étais au Saguenay avec toute mon équipe, puis à un moment donné, pendant un show, ça m'a vraiment fessé, puis j'étais en train de réaliser genre un peu tout ce qui se passait, parce que depuis 3 ans, tout va tellement vite, puis c'est vraiment dur de réaliser. Pendant le lancement du prêt-à-boire, ça a tellement été beaucoup de rush, on a fait un lancement médiatique où est-ce qu'il y avait genre tellement de créateurs, puis genre il y avait des créateurs, il y avait des chefs, il y avait les plus gros artistes de la ville de Montréal, il y avait des médias qui étaient là, puis j'étais comme, j'étais pas stressé, j'avais pas eu de réalisation, j'avais rien eu, puis là après ça, on a sorti la nouvelle publicité, ça a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux, puis là genre on a bâti nos objectifs de vente et tout ça, puis on dirait que pendant le festival, puis on a eu les Franco, puis pendant le festival La Noce, j'ai vraiment eu un choc, de genre ça m'a fessé, puis j'étais comme prendre conscience de ce que mon équipe et moi étaient en train d'accomplir, qu'on était genre commanditaire de des gros festivals de musique, puis qu'on était les produits qui vendaient le plus, puis que tous les artistes demandaient nos produits dans leur loge, puis que comme tout le monde autour de moi, tu sais, genre à un moment donné, pendant les Franco, tu regardes un show des Franco, puis il y a 60 000 personnes devant toi, puis l'artiste, il dit « Là, il va te voir dans les heures », puis tu vois genre 1000 canettes de ton produit devant toi, là, genre ça donne des frissons, là. J'étais comme what the fuck, là, genre c'était vraiment spécial comme fait que tu sais, plus grande réussite, genre c'est très dur à décrire, là, c'est pas une chose, là, mais je pense qu'on est en train de bâtir en ce moment, puis de la réalisation que je commence à être vraiment fier de ce qu'on est en train de faire, puis que nos produits sont vraiment appréciés, puis les résultats aussi qu'on rapporte ne mentent pas, là, ça parle beaucoup. Ça serait quoi ton plus grand rêve avec Fujin? C'est une très bonne question. Moi, je veux juste une entreprise qui a un impact culturel, qui permet de... Tu sais, moi, ce que j'aimerais, genre, avoir j'aimerais ça avoir une espèce de charité financée par Fujin qui finance des projets musicaux, genre, qui donne des bourses à des artistes émergents. Peut-être avoir un festival aussi de musique, genre, que je gère, quelque chose de même. Puis d'être capable d'exporter, là, ça, c'est sûr, ça serait un rêve, là. Tu sais, je suis capable de vendre, mettons, en Europe, en France, en Espagne, ou des choses comme ça, ça me rendrait très, très, très heureux. On a du pain sur la planche, par contre. Ouais. Cool. Et pour finir, dernière question, ça serait quoi ton meilleur conseil pour une ou un jeune entrepreneur qui commence? Ouais. Ben, écoute, moi, j'ai pas... quand je faisais mon bac, là, les gens parlaient beaucoup de l'idée. Il faut que tu aies une idée, puis tu as un plan d'affaires, puis tout ça. Puis moi, mon conseil, c'est que l'idée vaut absolument rien. L'idée, là, vaut rien. Là. Tout le monde a eu... Puis toutes les idées que tu peux avoir, que tu penses qui sont bonnes, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà. Genre, c'est impossible d'avoir une idée que personne n'a jamais eue. Fait que l'idée, c'est rien, tout est dans l'exécution. Puis ton idée peut être celle de plein d'autres personnes, mais tu l'as fait mieux ou tu l'as fait différemment, puis ça va marcher, puis c'est ça ton projet entrepreneurial, puis ça va marcher. Moi, quand j'ai décidé que je faisais du gin, là, il y avait déjà 100 personnes au Québec qui en faisaient 100 compagnies de gin. Là. J'ai rien révolutionné, là, j'ai rien. Mais en ce moment, on est un des meilleurs vendeurs, tu sais, après 3 ans, puis les gens connaissent notre marque. J'ai plein de compétiteurs qui m'écrivent pour me demander des idées, genre au niveau marketing, tu sais, fait que ça ment pas non plus. Fait que mon plus gros conseil, c'est focus pas sur l'idée, focus sur l'exécution, puis aie pas peur de te planter, puis d'essayer des affaires. Là. Surtout au niveau marketing, là, des fois, les gens sont genre « Ah, je vais pas faire ça, niveau marketing, blablabla », mais comme c'est dans les tests qu'on apprend. Puis c'est dans l'apprentissage qu'on réussit après ça à faire avoir du succès, puis à faire des ventes, puis tout ça. Tu sais. Moi, à mon école, genre, tous mes cours d'entrepreneuriat, c'est tout le temps genre, il faut régler un problème, il faut trouver une solution à un problème. Est-ce que toi, tu trouves que ça, c'est vrai ou pas du tout? Écoute, c'est vrai que dans mes cours, ça disait vraiment ça aussi. Puis moi, je me suis jamais dit... Tu sais, dans mes 2 autres projets entrepreneuriaux, ça réglait des problèmes, là, noir sur blanc. Là, puis c'était comme...
on va régler ces problèmes-là. Mais faire du gin, je règle aucun problème. Mais en même temps, les gens vont continuer de boire de l'alcool parce que c'est dans la société comme ça, les gens boivent, là. Fait que c'est un besoin, d'une certaine façon, oui, tu sais. Mais je réponds pas à un problème. Mais en même temps, je pense que la bouteille de gin qu'on a, c'est un des produits les plus éco-responsables de toute la SAQ. Toutes catégories confondues. Puis, on a tellement redonné à des causes culturelles, on a tellement permis à des projets artistiques de voir le jour qu'on est quand même très ferré de niveau développement durable. Puis, je pense qu'on mène le pas vers... tu sais, il y a d'autres compagnies qui nous regardent puis qui disent c'est qui votre fournisseur de bouteilles, je veux du verre recyclé, je veux aussi, moi aussi, encourager des artistes. Fait qu'on crée un précédent, puis juste ça en soi, ça fait avancer la cause de développement durable. Puis ça, c'est comme un besoin, c'est un problème qu'on règle de cette façon-là. C'est pas le produit qui règle le besoin, mais c'est la façon qu'on fait le produit qui le règle. Parfait. Ben merci beaucoup d'être venu au podcast. Ça fait grand plaisir. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Ça paraît que t'es passionné, que c'est inspirant. Ben j'espère. Je voulais le faire venir parce que ça prend de l'inspiration. Puis comme... Tu sais, moi, j'ai été inspiré en écoutant des podcasts, en voyant des conférences. Là. Puis c'est pour ça que j'ai lancé mon projet entrepreneurial. Puis il n'y a pas de meilleur moment que de le faire que maintenant, que tu ailles 20 ans, 25 ans ou 55 ans. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Fait que genre, faut juste se lancer. Puis 3 ans plus tard, tu vas être fier. Cool. Puis c'est où que les gens ils peuvent te trouver? C'est quoi vos handles des réseaux sociaux? Ouais, Fujin QC sur Instagram, TikTok, Twitter, toutes les plateformes confondues, Facebook. Et sinon, en SAQ. Ouais. On vend pas nos produits en ligne, là, c'est vraiment que en SAQ. Fait que voilà. Super, ben merci beaucoup. Ça fait grand plaisir, merci à toi. Merci.